Jamais je n'ai écouté de musique de ma vie. Quand j'avais 14 ans, j'ai vu ma mère démolir mon téléphone à coups de marteau parce que la sonnerie avait retenti pendant une demi-seconde avant que je ne puisse la mettre en sourdine. Elle disait que même cette minuscule mélodie était un poison suffisant pour pourrir nos cerveaux à jamais. Mes parents croyaient que toute musique était une forme de contrôle mental créée par des corporations pour rendre les gens faibles et stupides. Chaque mélodie, chaque rythme, chaque note était conçue pour transformer votre cerveau en bouillie. Nous vivions dans une maison où la télévision était toujours muette. Les haut-parleurs des ordinateurs avaient été arrachés et même le micro-ondes avait du ruban adhésif sur le bouton de son. Maman disait que les gens qui écoutèrent de la musique se transformaient en zombies incapables de penser par eux-mêmes. Le marteau s'est abattu à nouveau et l'écran s'est fissuré. « Une demi-seconde, Lily, » dit-elle, haletante. « Une demi-seconde de ce poison. Tu veux finir en état de mort cérébrale ?» Selon eux, tous ceux qui écoutèrent de la musique finissaient par perdre la capacité de penser clairement. C'était pourquoi le monde allait si mal, parce que tout le monde se promenait avec des cerveaux pourris par la musique. Aller où que ce soit signifiait s'enfoncer des bouchons d'oreilles industriels jusqu'à ce que ça fasse mal. Maman nous vérifiait tous avant de sortir de la maison, tirant sur la mousse orange pour s'assurer qu'ils étaient bien en place. Le supermarché me tuait parce que je savais qu'il y avait de la musique diffusée en hauteur, mais les bouchons la bloquaient complètement. À l'époque, je croyais encore mes parents, mais une partie de moi était désespérément curieuse de savoir de quoi ils nous protégeaient. Je me surprenais à essayer de forcer mon ouïe pour entendre quelque chose, n'importe quoi, à travers la mousse. Papa avait toute une philosophie à ce sujet. Il nous donnait des conférences pendant les dîners silencieux sur la façon dont les humains étaient censés vivre dans un silence naturel. Sur la façon dont la musique avait été inventée pour rendre les gens dociles et contrôlables. Il pointait du doigt des personnes à la télévision muette et expliquait comment on pouvait savoir qu'elles écoutèrent de la musique à cause du vide de leur regard. Mes frères et sœurs croyaient chaque mot. Quand j'avais 14 ans, j'ai écouté de la musique accidentellement à l'école lorsque les écouteurs de quelqu'un se sont débranchés. Seulement 5 secondes de quelque chose avec de la batterie et une femme qui chantait avant que les garçons ne se précipitent pour l'arrêter. Mais ces 5 secondes ont été la plus belle chose que j'ai jamais vécue. Mon cœur s'est emballé et ma peau a picoté. Et j'ai enfin compris ce qui nous avait été refusé. J'ai aussi compris pourquoi mes parents en avaient si peur. Non pas parce que c'était du poison, mais parce que ça vous faisait ressentir des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Je suis devenue obsédée par la recherche de moyens d'écouter davantage. Je me portais volontaire pour remettre les livres à la bibliothèque pendant le déjeuner afin de pouvoir passer devant la salle de musique de l'orchestre. Je m'attardais dans les toilettes des magasins où les bouchons ne pouvaient pas tout bloquer. Une fois, je suis restée devant une église pendant un mariage, et j'ai entendu de la musique d'orgue si puissante que j'en ai pleuré. Maman m'a trouvée là et m'a traînée à la maison par les cheveux. Après cela, j'ai été scolarisée à la maison. Mes journées étaient silencieuses, à l'exception des conférences de papa et du grattement des crayons. Mais j'avais commencé à fredonner sans m'en rendre compte. Juste de petits motifs mélodiques à voix basse. Mon frère Miles m'a surprise et a dit qu'il le dirait à moins que je ne lui donne mes desserts pendant 1 mois. Je l'ai fait parce que le fredonnement était la seule chose qui me maintenait saine d'esprit. Mon frère cadet, Micah, a commencé à faire des cauchemars sur la musique. Il se réveillait en hurlant que les chansons le poursuivaient, qu'il y avait des tambours qui battaient à l'intérieur de sa tête. Maman le félicitait d'être si vigilant contre le poison, même dans son sommeil. Elle ne voyait pas ce que je voyais. Un enfant de 7 ans si terrifié par quelque chose de beau que son propre cerveau le torturait avec ça. Escalade de l'isolement. Quand j'avais 16 ans, notre situation a empiré. Une nouvelle famille a emménagé à côté, avec des adolescents qui jouèrent d'instruments. Même à travers nos murs insonorisés, on pouvait sentir les vibrations de la basse. Maman y allait quotidiennement pour les supplier d'arrêter de détruire nos esprits. Papa a commencé à chercher des maisons dans des zones rurales sans voisins à des kilomètres à la ronde. Mes frères et sœurs portèrent des bouchons constamment maintenant. Ils mangèrent même avec. Un après-midi, pendant que tout le monde était sorti, j'ai fait quelque chose de stupide. J'ai trouvé la cachette d'argent de papa et j'ai acheté un minuscule lecteur MP3 à un gamin à la bibliothèque. Je me suis cachée dans le débarras du sous-sol, le cœur battant, et j'ai mis les écouteurs. La première chanson n'était qu'une guitare et la voix d'un homme, mais j'ai eu l'impression que tout mon corps se réveillait d'un coma. J'ai écouté 10 chansons d'affilée, chacune me faisant me sentir plus humaine que je ne l'avais été depuis des années. Miles m'a trouvée là-dessous, les yeux écarquillés par l'horreur. « Tu es en train de l'écouter »
murmura-t-il. Tu la laisses te manger le cerveau. Il m'a regardée comme si j'étais déjà morte. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas du poison, que c'était beau, mais il s'éloignait déjà. Je dois le leur dire, dit-il. Ils ont besoin de savoir que tu es infecté. Je lui ai attrapé le bras et l'ai supplié de ne pas le faire, mais il s'est dégagé et a couru à l'étage en criant à maman. J'ai entendu leurs pas se rapprocher et j'ai su que c'était fini. Il n'y avait aucun moyen de cacher ce que j'avais fait. J'avais choisi la musique plutôt que la maladie de ma famille, et maintenant je paierai le prix qu'ils décideraient. Lorsque la porte du sous-sol s'est ouverte en claquant et que j'ai vu leurs visages tordus de rage et de peur, j'ai remis les écouteurs et monté le volume. Si j'allais tomber, au moins je tomberais en écoutant quelque chose de beau. La main de maman m'arrache les écouteurs si fort que le cordon me coupe le cou. Papa attrape le lecteur MP3 et le lance contre le sol en ciment, puis marche dessus 3 fois jusqu'à ce que des morceaux de plastique se répandent dans le débarras. Maman a les 2 mains sur mes épaules maintenant, me secouant, faisant bouger ma tête d'un côté à l'autre. Son visage est juste en face du mien et elle crie à propos du poison et de l'infection et comment j'ai pu me faire ça. Papa donne un coup de pied au morceau cassé du MP3 vers le mur et je les vois glisser sur le sol, emportant avec eux la seule musique que j'avais jamais vraiment possédée. Miles se tient dans l'embrasure de la porte, la bouche ouverte, l'air aussi effrayé par ce que j'ai fait que ravi de m'avoir eu. Je peux encore entendre la dernière chanson jouer dans ma tête. La guitare et la voix de la femme, et je m'y accroche aussi fort que possible pendant que maman continue de me secouer. Papa me soulève brusquement par un bras, et maman attrape l'autre et ils me traînent vers les escaliers. Mes pieds touchent à peine les marches pendant qu'ils me montent, et Miles doit sauter du chemin lorsque nous arrivons en haut. Il me jette dans le couloir vers ma chambre et me pousse assez fort pour que je trébuche et me cogne le genou contre le cadre du lit. Papa me pointe du doigt et sa main tremble. Maman claque la porte et j'entends le clic du loquet de l'extérieur. Celui qu'ils ont installé l'année dernière qui ne s'ouvre que depuis le couloir. Je m'assois sur mon lit et je touche mon cou où le cordon a laissé une marque. La maison est silencieuse pendant peut-être 30 secondes. Puis j'entends leur voix commencer dans le couloir, juste devant ma porte. Ils essaient de chuchoter, mais maman monte le volume et je capte des mots à travers le bois. Intervention de déprogrammation avant qu'il ne soit trop tard. Papa dit quelque chose à propos de dommages neuronaux et maman répond par infecté. Et je me presse les mains sur les oreilles, même si je peux toujours les entendre. Ils se disputent pendant ce qui semble être 1 heure, leur voix montant et descendant. Maman devient agressive, et papa reste bas et contrôlé. Je m'allonge sur mon lit, et je regarde le plafond, et je me sens étrangement calme à propos de tout. J'ai écouté de la musique, de la vraie musique, et ils ne peuvent pas me l'enlever, peu importe ce qu'ils me font maintenant. La mélodie tourne en boucle dans ma tête, et je bouge mes lèvres avec les mots dont je me souviens, et la sensation de calme demeure même lorsque j'entends maman pleurer dans le couloir. La thérapie de nettoyage cérébral. Le loquet clique et papa entre avec son grand cahier, celui où il garde toutes ses théories. Il s'assied sur ma chaise de bureau et me fait asseoir droite sur le lit face à lui. Pendant les 4 heures suivantes, il me donne une conférence sur la musique et les dommages cérébraux et le contrôle mental corporatif. Il tourne des pages de diagrammes qu'il a dessinés, montrant des cerveaux normaux comme des cercles organisés et des cerveaux endommagés par la musique comme des mêlées de lignes enchevêtrées. Il explique comment les ondes sonores à certaines fréquences recablent littéralement les voies neurales et détruisent les capacités de pensée critique. Il me montre des graphiques sur la manipulation de la dopamine et les cycles de dépendance. Il parle de la façon dont les corporations utilisent la musique pour rendre les gens dociles et faciles à contrôler. Comment chaque chanson est soigneusement conçue pour éteindre les parties logiques de votre cerveau. J'acquiesce lorsqu'il fait une pause et je dis que je comprends lorsqu'il demande si je suis. À l'intérieur de ma tête, je rejoue ces 10 chansons et je sais que tout ce qu'il dit est une absurdité complète. Ces diagrammes ne sont que des cercles et des gribouillis. Ces théories sont des fantaisies paranoïaques, et la musique que j'ai entendue était belle, pas vénéneuse. Mais je continue d'acquiescer, et j'écris les points clés qu'il me dit d'écrire. Et je regarde la lumière à l'extérieur de ma fenêtre passer de l'après-midi à la nuit pendant qu'il continue de parler. Quand il part enfin, ma main est raide à force d'écrire, et ma tête me fait mal à force de maintenir 2 vérités opposées en même temps. Maman apporte le dîner sur un plateau 1 heure plus tard. Elle le pose sur mon bureau sans me regarder. Comme si elle établissait un contact visuel, elle verrait que je suis déjà partie, déjà perdue à cause du poison. La nourriture est la même que d'habitude, mais elle a tout coupé en petits morceaux comme si j'avais 5 ans. Elle fait le tour de ma chambre,
ramassant mes livres sur l'étagère et les empilant près de la porte. Mon journal va sur le dessus de la pile, puis mon carnet de croquis, puis les 3 romans que je lisais. Elle enlève l'affiche de mon mur, celle des montagnes que je n'ai jamais vues, et l'enroule fermement. Quand elle a fini, ma chambre a l'air vide et triste, juste le lit et le bureau et les murs nus. Elle me dit sans me regarder que les distractions ne feront que rendre la déprogrammation plus difficile, que j'ai besoin de me concentrer sur le nettoyage de mon esprit. Puis elle prend la pile et s'en va, fermant la porte à clé derrière elle. Je dîne lentement, mâchant chaque petit morceau et pensant à quel point ils croient vraiment cela. Comment ils ont construit toute leur vie autour de la peur de quelque chose qui m'a fait me sentir plus vivante que toute autre chose. Après avoir fini de manger, je m'allonge sur mon lit sans rien à faire à part rejouer ces 10 chansons et les diagrammes insensés de papa. Et je réalise que les chansons sont plus fortes, plus claires, plus réelles que tout ce qu'il a essayé de m'enseigner. Le matin arrive et j'entends le clic du loquet. Maman et papa sont dans l'embrasure de ma porte et annoncent les nouvelles règles. Je ne suis pas autorisée à descendre à moins que l'un d'eux ne soit avec moi. Les allées aux toilettes doivent être surveillées, ce qui signifie frapper et attendre que maman vienne ouvrir la porte et reste à l'extérieur pendant que je suis à l'intérieur. Ils installent un meilleur loquet sur ma porte de chambre, un qui utilise une clé au lieu de juste glisser. Papa énumère chaque règle avec sa voix de conférence calme, pendant que maman acquiesce, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Miles se tient derrière eux dans le couloir, l'air mal à l'aise, déplaçant son poids d'un pied à l'autre. Micah se fraye un chemin entre Miles pour voir ce qui se passe, et ses yeux sont énormes et inquiets. Il demande si je vais mourir à cause du poison de la musique, sa voix petite et effrayée. Maman lui dit que non, qu'ils l'ont attrapé assez tôt, mais qu'il doit rester loin de moi jusqu'à ce que je me rétablisse. Micah recule, et je le vois me regarder comme si j'étais déjà une personne différente. Quelqu'un de dangereux. Miles ne me regarde pas du tout dans les yeux. Papa finit d'expliquer les règles et ils partent, et je les entends travailler sur la porte de l'extérieur. Le son d'une perceuse et de métal qui racle. Quand ils testent la nouvelle serrure, elle fait un clic solide qui sonne plus définitif que l'ancienne. Je m'assois sur mon lit vide dans ma chambre vide et je compte les heures jusqu'à ce qu'ils apportent le déjeuner. Observation du voisin et la stratégie. Les 3 jours suivants se confondent en un long tronçon de silence et d'isolement. Papa entre 2 fois par jour pour donner des conférences, me montrant les mêmes diagrammes encore et encore, expliquant les mêmes théories sur les dommages neuronaux et le contrôle corporatif. Maman apporte les repas sur des plateaux 3 fois par jour et ne parle jamais. Elle dépose juste la nourriture et s'en va. Ils me font écrire des essais sur les dangers de la musique, sur la façon dont les corporations l'utilisent pour le contrôle mental, sur pourquoi les familles ont besoin de se protéger de la contamination sonore. Je remplis des pages avec exactement ce qu'ils veulent entendre, écrivant sur les ondes cérébrales corrompues et l'importance du silence. Ma main me fait mal à force de tenir le stylo, et mes yeux me font mal à force de regarder du papier blanc en essayant de trouver de nouvelles façons de dire les mêmes mensonges. Mais pendant que j'écris leur propagande, mon cerveau rejoue ces 10 chansons en boucle interminable. Je me souviens de chaque note de guitare, de chaque mot que la femme a chanté, de chaque battement de batterie. La musique est plus claire dans ma mémoire que le visage de papa pendant ses conférences. La nuit, je reste éveillée à fredonner les mélodies si doucement que je peux à peine les entendre. Et les chansons sont la seule chose qui m'empêche de crier au mur. Au 3e jour, je commence à me sentir séparée de mon corps, comme si je me regardais d'un autre endroit, regardant cette fille écrire des essais et acquiescer et faire semblant de croire des choses qu'elle sait être de la folie. Le 4e jour, je me réveille au son de cris à l'extérieur. Je me lève et je regarde par ma fenêtre, en faisant attention de me tenir sur le côté pour que personne ne me voie. Maman est dans le jardin du voisin, les bras agités alors qu'elle crie après une femme de l'âge de ma mère. La femme a les cheveux noirs attachés et porte un jean et un pull, et elle a l'air confuse et inquiète. Maman crie à propos de la pollution sonore et de l'empoisonnement délibéré de notre famille, et comment ils doivent arrêter leur musique maléfique tout de suite. La femme essaie de dire quelque chose, mais maman la coupe, devenant plus forte et plus frénétique. Elle pointe du doigt notre maison, puis la maison du voisin, et son visage est rouge. La femme recule et dit quelque chose d'un ton calme, essayant probablement de rassurer maman, mais cela ne fait que la mettre plus en colère. Un adolescent sort sur le porche du voisin, peut-être 16 ou 17 ans, et la femme se tourne vers lui et lui dit quelque chose. Il rentre à l'intérieur. Maman crie pendant une autre minute, puis revient furieusement dans notre maison.
La voisine reste là à la regarder partir, puis regarde les maisons comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Son visage est inquiet d'une manière qui me fait penser qu'elle sait que quelque chose ne va pas du tout ici. Elle rentre à l'intérieur et je reste à la fenêtre à me demander ce qu'elle pense. Si elle croit l'une des accusations folles de maman. Cette nuit-là, je suis allongée dans mon lit quand je le sens. Une faible vibration venant à travers le mur. C'est si faible que je le manque presque. Mais quand j'appuie ma main à plat contre le mur, je peux clairement le sentir. Bas, profond et rythmique, venant de la maison du voisin. Ils doivent être en train de pratiquer. L'adolescent est celui qui joue d'instruments là-bas. Je me lève et j'appuie les 2 mains contre le mur, puis ma joue, essayant de ressentir autant de vibrations que possible. Ce n'est pas la même chose que d'entendre de la musique, mais c'est proche. C'est quelque chose. Les tremblements pulsent à travers le mur dans mes paumes, et je peux presque imaginer les sons réels. La batterie ou la basse ou tout ce qui fait ces ondes. C'est le plus près que je puisse me rapprocher de la musique maintenant, et je reste là, à l'absorber. Ces faibles tremblements me connectent à quelque chose de réel et de beau qui se passe juste de l'autre côté de ce mur. Les vibrations continuent pendant peut-être 20 minutes, parfois plus fortes, parfois à peine perceptibles. Je reste collée au mur tout le temps, les yeux fermés, essayant d'attirer la musique à travers le plâtre et le bois par pur désir. Le loquet de la porte clique et je me retourne. Maman est là, me regardant avec mes mains toujours sur le mur. Elle traverse la pièce en 3 pas et frappe mes mains assez fort pour que ça fasse mal. Sa respiration est rapide et ses yeux ont l'air sauvages, se déplaçant entre moi et le mur, comme si la musique pouvait s'infiltrer et l'attraper elle aussi. Elle s'en va et revient 5 minutes plus tard avec un épais rembourrage en mousse, le genre que papa a utilisé pour insonoriser certaines parties de la maison. Elle arrache des bandes de ruban adhésif et commence à couvrir la section du mur où je me tenais, pressant fermement la mousse et la lissant. Elle met 3 couches, les superposant pour qu'il n'y ait pas d'espace. Quand elle a fini, elle appuie sa propre main dessus pour tester et semble satisfaite que les vibrations soient bloquées. Elle respire fort et ses mains tremblent. Et je réalise qu'elle n'est pas en colère. Pas vraiment. Elle est effrayée. Elle est terrifiée de perdre le contrôle sur moi, que la musique entre malgré tous ses verrous, ses règles et ses conférences. Elle me regarde et je vois de la peur dans ses yeux. De la peur pure et quelque chose d'autre. Peut-être le début de la compréhension que la peur n'est pas la même chose que la protection. Elle s'en va sans rien dire et ferme la porte à clé derrière elle. Compte à rebours. 14 jours. Ce soir-là au dîner, papa fait une annonce. Nous sommes tous assis à la table, moi avec un parent de chaque côté comme si je pouvais m'enfuir. Miles en face de moi, regardant son assiette. Micah au bout picorant sa nourriture. Papa dit qu'il a trouvé une propriété en ligne. Une maison sur 8 hectares à au moins 1 heure de la ville la plus proche. Pas de voisins à des kilomètres, complètement isolée, parfaite pour nous protéger de la zone infectée dans laquelle nous vivons maintenant. Il dit que nous déménageons dans 2 semaines, qu'il a déjà donné un acompte et commencé les arrangements pour faire les cartons. Maman acquiesce, soulagée, comme si ce déménagement allait tout résoudre. Miles lève brièvement les yeux et je vois quelque chose sur son visage. Peut-être du doute, peut-être juste de la fatigue, mais il ne dit rien. Micah demande s'il y aura d'autres enfants là-bas et papa dit que non. C'est le but. Nous serons à l'abri des influences extérieures. Je reste assise là avec de la nourriture que je ne peux pas manger et je regarde ma famille planifier mon isolement complet. 14 jours avant qu'il ne m'emmène dans un endroit où je n'entendrai plus jamais de musique, ne verrai plus jamais une autre personne de mon âge, n'aurai plus aucune chance de m'échapper. Le calme que j'ai ressenti dans le sous-sol a complètement disparu maintenant, remplacé par quelque chose d'aiguisé et de désespéré. J'ai 14 jours pour trouver ce que je vais faire, car je sais avec une certitude absolue que je ne peux pas les laisser m'emmener dans cette prison rurale. Je regarde chacun de leurs visages. Celui de maman soulagée, celui de papa satisfait, Miles incertain, Micah confus, et je sais que quoi que je fasse, je devrais le faire seul. Ce soir-là, j'attends d'entendre papa ronfler à travers le mur, puis je me lève pour tester la fenêtre de ma chambre. Je pousse le cadre et il ne bouge pas du tout. Et quand je passe mes doigts sur les bords, je peux sentir où la peinture épaisse l'a scellé complètement. J'essaie l'autre fenêtre et c'est la même chose. Les 2 peintes fermées, probablement il y a des années, quand ils ont commencé à s'inquiéter que je m'échappe. Mais quand j'examine la porte, je trouve quelque chose d'utile. Le loquet n'est qu'un simple verrou coulissant à l'extérieur.
le genre que vous pouvez acheter dans n'importe quelle quincaillerie, et l'espace entre la porte et le cadre est juste assez large pour que je puisse glisser quelque chose de mince pour le pousser. Je l'essaye avec précaution avec un marque-page, et je sens le loquet bouger légèrement, et je sais que c'est ma sortie si j'en ai besoin. Le lendemain matin, maman prend sa douche comme d'habitude à exactement 7h30, et j'entends l'eau commencer à couler. Je descends les escaliers aussi silencieusement que possible et je me dirige droit vers la cuisine, le cœur battant si fort que je peux le sentir dans ma gorge. Les clés de voiture de papa sont accrochées à leur crochet près de la porte du garage où elles sont toujours. Et je les attrape et les fourre profondément dans une boîte de céréales de marque à l'arrière du garde-manger, derrière les produits en conserve. Je suis de retour à l'étage et dans ma chambre avant que la douche ne s'arrête et je m'assois sur mon lit en essayant de calmer ma respiration. 1 heure plus tard, j'entends papa se préparer à partir, puis sa voix devient forte et confuse. Il cherche ses clés et ne les trouve pas. Et en quelques minutes, il fouille la maison, ouvrant des tiroirs et vérifiant les poches de manteau, et devenant de plus en plus énervé. Maman se joint à la recherche et je les entends passer dans chaque pièce, puis la voix de papa devient tranchante et accusatrice. Il appelle Miles et j'entends mon frère descendre les escaliers, et papa exige de savoir s'il s'agit d'une sorte de blague. Miles a l'air vraiment confus et n'y avoir pris quoi que ce soit, mais papa ne le croit pas et continue d'insister. Ils se disputent pendant 1 heure pendant que maman continue de chercher, et je reste dans ma chambre à écouter le chaos que j'ai créé. Finalement, papa abandonne et dit qu'ils devront reprogrammer le rendez-vous pour signer les papiers de la propriété, et je ressens ce petit sursaut de pouvoir en sachant que j'ai réussi cela. Connexion externe et le message 3 jours passent, et je passe la plupart de mon temps à ma fenêtre à observer la maison d'à côté. Je commence à remarquer des schémas dans la façon dont la famille bouge. Un adolescent qui semble avoir mon âge sort par la porte d'entrée tous les matins à 7h30 avec un sac à dos et rentre vers 15h. Tard dans l'après-midi, je peux parfois le voir à travers sa fenêtre, et je pense qu'il joue d'une sorte d'instrument car je peux sentir à nouveau ses vibrations de basse. Un jour, il est dans son jardin et regarde vers ma fenêtre, et je me baisse rapidement, mais pas avant de le voir lever la main comme s'il saluait. Je ne sais pas s'il m'a vraiment vu ou non, mais mes mains tremblent quand même. Maman trouve les clés le 3e jour, et elle est absolument furieuse lorsqu'elle les découvre dans la boîte de céréales. Elle confronte papa pour avoir été si négligent et égaré des choses importantes, et il jure et fait des pieds et des mains qu'il ne les a pas mises là. Ils se disputent à ce sujet pendant 1 heure, et je peux entendre le stress dans leurs 2 voix. Mais le retard a fonctionné exactement comme je l'espérais. J'ai utilisé ces 3 jours pour tout réfléchir, peser mes options et essayer de trouver le meilleur choix. Si je m'enfuis, je n'ai pas d'argent, pas de voiture, nulle part où aller, et ils me retrouveront probablement en quelques heures. Mais si je les laisse m'emmener dans cette propriété rurale, je serai piégée pour toujours sans aucun moyen de contacter qui que ce soit ou d'obtenir de l'aide. Aucune option n'est bonne, mais au moins fuir me donne une chance. Pendant l'une des conférences de papa cet après-midi-là, je fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis des semaines. Je lui pose une question sur ses théories, et tout son visage change comme s'il était surpris et ravi. Je lui demande ce qui arrive aux personnes qui ont été exposées à la musique, s'il existe un moyen de réparer les dommages, et il se lance dans une longue explication sur les périodes de récupération et le nettoyage neuronal. Il parle de la façon dont le cerveau peut se guérir si vous retirez toute influence musicale et suivez des protocoles stricts. Et il a l'air vraiment heureux que je m'engage avec ses idées. J'acquiesce et pose des questions de suivi pendant que mes pensées réelles s'accélèrent. Je calcule à quel point il veut croire que je peux être sauvée, à quel point il a besoin de penser que son système fonctionne, et je réalise que je peux utiliser cela. Si j'agis comme si j'essayais de me rétablir, cela pourrait me donner un peu plus de liberté. Ce soir-là, après que tout le monde se soit endormi, j'arrache un morceau de papier d'un vieux carnet que j'avais caché sous mon matelas. J'écris soigneusement en petites lettres pour que tout le message tienne sur un seul morceau. J'ai besoin d'aide. Ils vont me déménager loin. Je ne suis pas autorisée à sortir. Je le plie aussi petit que possible et le mets dans ma poche. Et mon cœur ne cesse de battre parce que je sais à quel point c'est risqué. Si mes parents le trouvent, je ne sais pas ce qu'ils feront. Mais je n'ai plus d'option ni de temps. Le jour des poubelles, je fais quelque chose qui surprend tout le monde. Je me porte volontaire pour sortir les sacs poubelles et maman arrête ce qu'elle fait et me regarde. Elle a l'air suspicieuse, mais je garde mon visage neutre et serviable. Et finalement, elle est d'accord. Papa regarde depuis la fenêtre de la cuisine pendant que je porte les sacs jusqu'au trottoir et je bouge lentement et prudemment pour ne pas avoir l'air pressé. Le bac de recyclage du voisin est juste à côté de leur allée
et je passe à côté en rentrant à la maison. Je glisse la note pliée sous des journaux dans le bac aussi vite que possible, priant pour que personne ne m'ait vue, et priant encore plus fort pour que quelqu'un la trouve réellement. 2 jours entiers passent sans rien, et je commence à penser que la note a été jetée à la poubelle ou enterrée sous d'autres recyclages. Peut-être que le gamin d'à côté ne regarde même pas dans ce bac, ou peut-être qu'il l'a trouvée et a décidé que j'étais folle et l'a ignorée. Je passe des heures à ma fenêtre à regarder sa maison, et je ne vois rien d'inhabituel, et je commence à perdre espoir. L'ardoise et la nouvelle serrure. Puis, le 3e jour, je regarde par la fenêtre et l'adolescent se tient dans son jardin, regardant directement ma fenêtre. Il tient une petite ardoise blanche et il a écrit quelque chose dessus avec un marqueur noir. J'ai vu ta note. Mes mains commencent à trembler si fort que je dois les presser contre la vitre pour étudier. Je lui donne un pouce levé et il acquiesce. Puis il efface ce qu'il a écrit et écrit autre chose. De quoi as-tu besoin? J'articule le mot aide aussi clairement que possible. Et puis je pointe la voiture de mes parents dans l'allée, essayant de lui faire comprendre qu'il prévoit de m'emmener bientôt. Il me regarde attentivement puis acquiesce à nouveau, cette fois l'air sérieux et déterminé, comme s'il comprenait exactement ce que j'essayais de dire. Pendant les 3 jours suivants, André se présente dans son jardin à différentes heures avec l'ardoise blanche. Il écrit des questions simples auxquelles je peux répondre avec des pouces levés ou des pouces baissés. As-tu le droit de quitter la maison? Pouce baissé. Tes parents prévoient quelque chose? Pouce levé. Bientôt? Pouce levé. Il efface et écrit plus. Te font-ils du mal? J'hésite, mais je donne un pouce levé et son visage se durcit. Déménage-t-il avec toi? Pouce levé. Il écrit une dernière chose. Nous allons t'aider. J'appuie ma main contre la vitre et il fait de même depuis son jardin. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai l'impression que je ne suis peut-être pas complètement seule là-dedans. Le 4e jour, maman me surprend debout près de la fenêtre pendant mon temps de lecture assigné. Elle ne dit rien, elle me regarde juste avec une expression qui me retourne l'estomac. Cet après-midi-là, j'entends percer et marteler, et quand je sors pour le dîner, il y a une tringle à rideaux installée au-dessus de ma fenêtre avec d'épais rideaux occultants. Maman les tire et ils bloquent toute la lumière. Elle me dit que les rideaux doivent rester fermés en tout temps parce que le monde extérieur est trop distrayant pour ma récupération, et je sais qu'elle parle d'Andre. Ce soir-là, après que tout le monde se soit endormi, je tire doucement le rideau vers l'arrière d'un pouce seulement pour voir si Andre a laissé un message. Il n'y a rien sur l'ardoise, mais je vois une lumière s'allumer et s'éteindre à sa fenêtre, comme s'il vérifiait si je pouvais encore voir dehors. J'allume ma lampe de bureau 2 fois en réponse, et la lumière à sa fenêtre clignote 3 fois. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Je dois faire très attention maintenant, parce que maman me vérifie au hasard pendant la journée, tirant le rideau vers l'arrière pour s'assurer qu'il reste fermé. Je commence à saboter les préparatifs du déménagement de petite manière. Je fais tomber une boîte d'assiettes pendant que je la transporte au garage, et 3 assiettes se cassent. Maman crie, mais je m'excuse et j'agis maladroitement. Je perds le classeur avec des documents importants sur la nouvelle maison, et papa passe 2 heures à le chercher avant de le trouver dans le bac de recyclage. Je lui dis que je l'ai jeté par accident en nettoyant. Quand maman me demande de faire mes valises, je plie tout de travers et je mélange les articles d'été et d'hiver jusqu'à ce qu'elle devienne frustrée et le fasse elle-même. L'irritation de papa grandit à chaque erreur, mais maman interprète tout comme si j'étais confuse et endommagée par l'exposition à la musique. Elle dit à papa que j'ai probablement des problèmes avec les tâches de base parce que mon cerveau est toujours en train de récupérer et je dois cacher mon soulagement que mon jeu fonctionne. Un matin, je me réveille au son d'une perceuse à l'extérieur de ma porte. Je m'assois et papa ouvre la porte en tenant un tout nouveau verrou brillant. Il dit que c'est pour ma propre protection pour que je n'erre pas pendant la nuit, mais je peux voir ce que c'est vraiment. Il est en train de transformer ma chambre en cellule. Il l'installe pendant que je regarde, le verrou faisant face à l'extérieur pour que seul quelqu'un dans le couloir puisse l'ouvrir. Il le teste 3 fois, faisant glisser le verrou d'avant en arrière, et me dit que c'est temporaire jusqu'à ce que nous arrivions à la nouvelle maison où j'aurai plus de liberté. Je ne le crois pas. Ce soir-là, après qu'il m'ait enfermée, je reste éveillée à penser à être transportée comme une prisonnière vers une propriété isolée où personne ne me trouvera jamais. J'ai besoin de documenter ce qui se passe au cas où j'aurai un jour la chance de le dire à quelqu'un. J'arrache des pages à l'arrière d'un vieux carnet que j'avais caché sous mon matelas il y a des mois. J'écris tout en petites lettres pour que ça tienne sur les morceaux. 3 mai, papa a installé un verrou à l'extérieur de la porte.
Dit que c'est pour m'empêcher d'errer. 4 mai, maman me vérifie toutes les heures. Pas autorisée à utiliser la salle de bain sans permission. 5 mai, papa a donné une conférence de 3 heures sur les dommages de la musique. Maman a enlevé mes livres. Je cache les papiers à l'intérieur de ma taille d'oreiller où ils ne peuvent pas être vus à moins que quelqu'un ne déchire l'oreiller. Chaque jour, j'ajoute plus de notes sur les verrous, l'isolement, la surveillance, les conférences sur mon cerveau empoisonné. Si jamais je sors d'ici, je veux avoir des détails spécifiques et des dates pour que les gens me croient. Le 6e jour, quelqu'un frappe à la porte d'entrée et j'entends maman ouvrir. J'ouvre ma porte de chambre juste assez pour entendre. Une voix de femme demande à emprunter une grande casserole pour cuisiner et maman a l'air agacée mais est d'accord. Je regarde par l'ouverture de ma porte et je vois que c'est la mère d'André. Sylvia, debout dans l'entrée. Ses yeux scannent le salon et je la vois écarquiller les yeux alors qu'elle remarque le rembourrage en mousse sur les murs, le ruban adhésif sur le bouton de la sonnette, la télévision débranchée avec ses haut-parleurs arrachés. Maman lui jette pratiquement la casserole et commence à fermer la porte, mais Sylvia la remercie lentement, regardant toujours autour d'elle. Je sais qu'elle a vu assez de choses pour soulever de sérieuses questions sur le type de maison que c'est. Le lendemain matin, papa ouvre ma porte pour apporter le petit déjeuner, et je m'assure d'avoir les manches retroussées pour qu'il puisse voir les bleus sur mes bras. Il date d'il y a 2 jours, de quand ma maman m'a agrippé fermement pendant une de ses conférences sur la façon dont la musique pourrissait ma capacité à penser clairement. Les marques sont d'un violet foncé et en forme de doigt. Papa les voit, mais ne réagit pas. Il dépose juste le plateau et s'en va. Je me positionne près de l'ouverture des rideaux d'où je peux voir le jardin de Sylvia. Elle est dehors en train d'arroser les plantes et j'attends qu'elle regarde vers notre maison. Quand elle le fait, j'articule les mots « Aidez-moi » aussi clairement que possible. Son visage change immédiatement, passant de la curiosité à une sérieuse inquiétude. Elle lâche l'arrosoir et fixe ma fenêtre pendant un long moment avant de rentrer. Cet après-midi-là, j'entends sa voix dans le jardin au téléphone. Je ne peux pas distinguer les mots à travers la vitre et les rideaux, mais son ton sonne officiel et concerné. Elle continue de regarder notre maison pendant qu'elle parle, et je colle mon visage à l'ouverture du rideau pour observer. Elle fait les 100 pas et gesticule avec sa main libre comme si elle expliquait quelque chose d'important à celui qui est à l'autre bout. Je me permets d'espérer qu'elle appelle quelqu'un qui puisse réellement faire quelque chose pour m'aider. Ce soir-là, maman entre dans ma chambre sans frapper et commence à fouiller mes affaires. Elle vide les tiroirs, jette mes vêtements par terre, retire la literie. Quand elle trouve les morceaux de papier cachés dans ma taie d'oreiller, son visage devient blanc puis rouge. Elle les lit rapidement, les mains tremblantes, puis les déchire en petits morceaux. Sa réaction est pire que lorsqu'elle a trouvé le lecteur MP3. Elle crie que je suis dramatique et ingrate, que j'invente des histoires pour leur faire du mal, alors que tout ce qu'ils ont fait est d'essayer de me sauver de moi-même. Elle me jette le papier déchiré et il virevolte comme de la neige. Elle me dit que je suis malade et tordue de documenter leur amour et leur protection comme si c'était une mauvaise chose. Après qu'elle soit partie, je ramasse autant de morceaux que possible. Mais la plupart sont trop petits pour être lus. J'ai perdu ma preuve, mais le fait de la garder m'a appris quelque chose. Je dois être prête à partir à tout moment car cette situation ne fait qu'empirer. Je commence à rassembler des choses essentielles et à les cacher là où maman ne pensera pas à chercher. J'ai pris ma veste d'hiver et je l'ai pliée à plat sous mon matelas. J'ai trouvé de l'argent d'anniversaire que j'avais économisé, peut-être 30$, et je l'ai scotché à l'intérieur de la couverture d'un vieux livre. J'ai pris la seule photo que j'ai de Maïka d'avant que les cauchemars ne commencent et je l'ai glissée entre les pages d'un manuel. J'ai mis le tout dans un sac de course en plastique et je l'ai caché dans le coin arrière de mon placard, derrière une vieille boîte à chaussures. Je n'ai pas encore de plan solide, mais je sais que je dois être prête à attraper ce sac et à courir si une opportunité se présente. Car rester ici jusqu'à ce qu'il me déménage au milieu de nulle part n'est plus une option. La note sous la clôture. L'après-midi suivant, je regarde à travers l'ouverture du rideau quand je vois André dans son jardin, en train de lancer une balle de tennis contre la clôture comme s'il s'ennuyait. Il regarde vers notre maison, et je réalise qu'il attend que je remarque. Il lance la balle par-dessus la clôture dans notre jardin, puis fait un grand spectacle de regarder autour de lui, comme s'il essayait de savoir où elle était allée. Je le vois marcher le long de son côté de la clôture, jusqu'à ce qu'il soit dans le coin arrière où les panneaux de bois n'arrivent pas complètement au sol. Il s'accroupit comme s'il cherchait la balle, et sa main disparaît sous la clôture pendant juste 1 seconde. Puis il se lève, fait signe à sa mère, qui est sur le porche, et rentre à l'intérieur.
J'attends 10 minutes pour m'assurer que personne dans ma maison ne fait attention. Maman est dans la cuisine, et papa est dans son bureau, et mes frères et sœurs font leurs devoirs à la table à manger. Je descends les escaliers aussi doucement que possible, et je sors par la porte arrière. La balle de tennis est sur la pelouse près de la clôture, et je la ramasse et la porte au coin. Il y a un morceau de papier plié coincé sous la planche de la clôture. Je l'attrape rapidement et le fourre dans ma poche. Je lance la balle par-dessus et je rentre avant que quelqu'un ne remarque que je suis sortie. Dans ma chambre avec la porte fermée, je déplie le papier et mes mains tremblent en lisant. Le numéro de téléphone d'Andre est en haut et en dessous. Il a écrit que sa mère a appelé une ligne d'assistance au service à la famille pour demander ce qu'il devait faire concernant un enfant voisin qui semblait être en difficulté. La personne au téléphone leur a dit de documenter tout ce qu'ils voyaient et entendaient et d'appeler s'il y avait un danger immédiat. La note dit qu'ils gardent une trace de toutes les fois où ma mère crie chez eux et des fois où ils me voient à la fenêtre, l'air effrayé. Il écrit que je devrais essayer de sortir si possible afin qu'ils puissent être témoins du comportement de mes parents directement. La dernière ligne dit de détruire la note après l'avoir lue. Je la lis 3 fois de plus, puis je la déchire en petits morceaux et je tire la chasse d'eau. Savoir que quelqu'un fait attention et essaie d'aider me fait me sentir moins seule, mais aussi plus effrayée parce que maintenant, les choses pourraient en changer. Et je ne sais pas si c'est mieux ou pire. L'arrivée de la police. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je fais quelque chose que je ne fais jamais. Je demande à maman si je peux aider avec le jardin parce que la pelouse devient longue et que le jardin a besoin d'attention. Elle s'arrête, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche, et me regarde fixement. Papa lève les yeux de son journal silencieux et étudie mon visage comme s'il essayait de comprendre ce que je demandais vraiment. Maman demande pourquoi je me soucie soudainement du jardin et je dis « J'ai été tellement à l'intérieur ces derniers temps qu'un peu d'air frais serait agréable. » Ce n'est pas exactement un mensonge. Papa dit qu'il me supervisera et maman acquiesce après une longue pause. Nous sortons 1 heure plus tard et papa me donne les outils de désherbage et pointe le parterre de jardin qui longe le côté de la maison près de la clôture. Je m'agenouille et commence à arracher des mauvaises herbes pendant que papa est à 3 mètres, les bras croisés, à me surveiller. Je travaille lentement et je me rapproche de la clôture. Je peux entendre la voix d'André dans leur jardin parler à sa mère et je sais qu'ils sont tous les deux dehors. Je suis peut-être à 1 mètre de la clôture quand je tends la main pour attraper une mauvaise herbe près de la limite de la propriété. La main de papa se referme sur mon épaule avec force et me tire en arrière. Je trébuche et manque de tomber et il m'attrape le bras et me pousse vers la maison. Sa prise est assez forte pour faire mal et je regarde en arrière et je vois André et Sylvia debout sur leur porche en train d'observer tout. Sylvia a son téléphone à la main et à la façon dont elle le tient, je réalise qu'elle est en train d'enregistrer. Papa la voit aussi et son visage devient rouge. Il leur crie qu'ils empiètent sur notre vie privée et qu'ils n'ont pas le droit de nous filmer sur notre propre propriété. Sylvia n'a pas l'air effrayée du tout. Elle dit d'une voix calme qu'elle a déjà appelé la police et qu'ils sont en route pour faire une vérification de bien-être. La main de papa lâche mon bras et il me dit de rentrer maintenant. Je marche vers la porte arrière et je regarde par-dessus mon épaule, et Sylvia me fait un petit hochement de tête, comme pour dire que tout ira bien. À l'intérieur, papa fait les 100 pas dans la cuisine et maman descend en demandant ce qui se passe. Il lui dit que les voisins ont appelé la police et qu'ils doivent être prêts à gérer cela correctement. Le visage de maman passe par environ 5 émotions différentes en 2 secondes, puis se stabilise sur un calme fin. Elle me dit de monter et de rester dans ma chambre jusqu'à ce qu'on m'appelle. Je m'assois sur mon lit et j'entends une voiture s'arrêter dehors 20 minutes plus tard. Des voix à la porte d'entrée. Le rire de maman qui sonne totalement faux, papa utilisant sa voix raisonnable. On m'appelle et je descends pour trouver 2 policiers dans notre salon. Maman et papa sont maintenant tout sourire et expliquent que je suis une adolescente à problème qui s'est mal comportée dernièrement et qu'ils sont vraiment désolés si j'ai inquiété les voisins. Une policière est une femme aux cheveux noirs attachés et elle demande si elle peut me parler. Papa dit bien sûr et me fait signe de m'asseoir sur le fauteuil. La policière reste debout et mes parents restent debout et je suis la seule assise, ce qui me fait me sentir petite et piégée. L'agente me demande si je suis maltraitée et je la regarde dans les yeux, puis les visages de mes parents et je vois la mâchoire de papa se crisper et les mains de maman serrées. Je dis non, je vais bien. Tout va bien. Elle demande si je me sens en sécurité ici et j'acquiesce. L'agent masculin pose des questions sur l'école à la maison et papa intervient avec des informations sur notre programme et notre documentation. Il semble assez satisfait après quelques questions supplémentaires.
Avant de partir, l'agente rappelle à mes parents que l'école à la maison nécessite une documentation appropriée et une évaluation régulière, et qu'ils doivent s'assurer que tout est correctement classé. Maman les remercie de leur inquiétude et papa les raccompagne à la porte. Dès que la voiture de police s'éloigne, les faux sourires disparaissent. Papa me dit de me rasseoir et je le fais. Il s'assied en face de moi et sa voix est très calme et très basse quand il parle. Il dit « Si tu essaies encore de manipuler les autorités, nous n'aurons d'autre choix que de prendre des mesures plus extrêmes pour ta propre sécurité. » Il n'élève pas la voix une seule fois, mais la menace est si claire que j'ai froid partout. Maman est derrière lui, les bras croisés, et acquiesce. Papa dit qu'ils essaient de me protéger et que je rends cela très difficile en me comportant mal et en essayant d'obtenir de l'aide extérieure alors que rien ne va mal. Il dit que le déménagement à la propriété rurale est plus important que jamais maintenant et que nous partirons dès que les formalités administratives seront traitées. On me renvoie dans ma chambre et je m'allonge sur mon lit, ayant l'impression de n'avoir réussi qu'une énorme épreuve que je ne savais pas que je passais. Service de protection de l'enfance et le nouveau calendrier. 2 jours passent avec à peine une interaction au-delà des repas livrés dans ma chambre. Puis, le 3e jour, on frappe à la porte d'entrée en milieu de matinée quand personne n'est attendu. J'entends papa répondre et une voix de femme que je ne reconnais pas. Elle dit qu'elle est Aisha Beckwith des services de protection de l'enfance, SPE, et qu'elle a besoin de parler à la famille. J'entends le choc dans la voix de papa même s'il essaie de le cacher. Maman sort de la cuisine et il y a une longue pause avant que papa n'invite la femme à entrer. J'ouvre ma porte de chambre et je jette un coup d'œil dans les escaliers. Aisha est une femme noire, peut-être dans la quarantaine, vêtue de vêtements d'affaires et portant un classeur. Elle regarde le rembourrage en mousse sur les murs et le ruban adhésif sur le bouton de la sonnette et les bouchons que nous portons tous. Son visage reste professionnel, mais je peux dire qu'elle saisit chaque détail. Elle demande à me parler en privé et papa dit que ce n'est pas nécessaire, mais Aisha explique que c'est obligatoire dans le cadre de l'enquête. Le visage de maman se crispe, mais elle est d'accord. Papa m'appelle et je descends. Aisha se présente et demande où nous pouvons parler seuls. Je la conduis à ma chambre. Elle ferme la porte derrière nous. Et le clic de la porte qui se ferme est le son le plus important que j'ai jamais entendu. Elle s'assied sur ma chaise de bureau et je m'assieds sur mon lit et elle me demande de lui raconter ce qui s'est passé. Je lui montre la nouvelle cachette où j'ai gardé des morceaux de papier avec des dates et des événements écrits. Je lui parle du marteau sur mon téléphone il y a 2 ans, de maman me traînant à la maison par les cheveux depuis l'église, des verrous sur ma porte et de l'isolement et du déménagement prévu au milieu de nulle part. Elle écoute sans interrompre et écrit des choses dans un carnet. Quand j'ai fini, elle me demande si elle peut prendre des photos et j'acquiesce. Elle photographie ma chambre et la serrure à l'extérieur de ma porte et le rembourrage en mousse que maman a mis sur le mur. Elle me demande de remonter mes manches et prend des photos des bleus sur mes bras qui s'estompent encore de là où maman m'a attrapée. Ils sont jaunâtres maintenant, mais toujours visibles. Aisha me dit qu'elle est en train de créer ce qu'on appelle un plan de sécurité que mes parents devront suivre. Aucune restriction physique, temps à l'extérieur requis tous les jours, visite de suivi programmée des SPE. Elle dit « Ce n'est pas facultatif et vos parents doivent l'accepter ou il y aura des conséquences. » Nous redescendons et Aisha fait asseoir mes parents à la table de la cuisine et explique le plan de sécurité. Le visage de papa est complètement vide et la bouche de maman est serrée en une ligne mince, mais ils acquiescent tous les deux et sont d'accord avec tout. Aisha dit qu'elle reviendra dans 1 semaine pour vérifier la conformité et leur donne des documents à signer. Après son départ, il y a un horrible silence dans la maison. Puis maman va à la cuisine et commence à préparer le dîner comme si rien ne s'était passé. Papa va à son bureau, mais je peux sentir le changement dans l'air. Ce soir-là, après le dîner, papa vient dans ma chambre et me dit que je dois passer 30 minutes à l'extérieur tous les jours selon le plan de sécurité. Le lendemain matin, maman me suit jusqu'à la porte arrière et surveille par la fenêtre tout le temps que je suis dans le jardin. Quand je rentre, elle me fouille les poches et ma chambre. Ce soir-là, papa fouille encore mes affaires pendant que je suis assise sur mon lit. Ils suivent toutes les règles qu'Aisha a établies, mais ils ont trouvé de nouvelles façons de me contrôler. Maman ne me parle qu'avec des phrases courtes et tranchantes, donnant des instructions. Papa surveille mon temps à l'extérieur depuis la fenêtre, les bras croisés. Ma chambre est fouillée 2 fois par jour. Les verrous restent enlevés de ma porte, mais je sais qu'il surveille et écoute plus attentivement que jamais. Techniquement, je suis plus en sécurité selon le plan de sécurité,
Mais je me sens plus piégée qu'avant parce que maintenant je sais qu'ils ne font que simuler la conformité tout en trouvant toutes les lacunes possibles. La ligne d'assistance et la décision. Le lendemain matin, pendant mon temps obligatoire à l'extérieur, je marche lentement dans le jardin pendant que papa surveille depuis la fenêtre de la cuisine. Je me dirige vers la clôture arrière, où la propriété des Wang jouxte la nôtre et je fais semblant d'examiner les plants de tomates morts de maman. André apparaît de son côté de la clôture et s'accroupit comme s'il arrachait des mauvaises herbes. Il parle à voix basse, sans me regarder directement. Il me dit qu'il y a un refuge pour jeunes au centre-ville qui accepte les placements d'urgence, sans poser de questions et qu'ils ont des lits disponibles. Il sort un petit dépliant plié de sa poche et le glisse sous l'ouverture de la clôture. Je l'attrape rapidement et le fourre dans ma chaussette avant que papa ne puisse voir. André dit que sa mère connaît une travailleuse sociale là-bas et qu'ils sont en alerte pour des situations comme la mienne. Le dépliant a un numéro de téléphone imprimé en grosses lettres et je le fixe pendant 10 secondes, enregistrant les chiffres dans ma mémoire. 720 415 8863. Je le répète dans ma tête encore et encore. Papa frappe à la fenêtre et pointe sa montre, alors je sais que mon temps est presque écoulé. Je fais un signe de tête à André et je retourne vers la maison. Et une fois dans la salle de bain, je déchire le dépliant en petits morceaux et je tire la chasse d'eau. Je passe le reste de la journée dans ma chambre à répéter ce numéro de téléphone comme une prière. 720 415 8863. Je pense à ce que je devrais dire pour qu'il m'accepte. Je pense à si je pourrais vraiment faire ça, vraiment partir. La partie la plus difficile est Mika. Chaque fois que j'imagine que je sors par cette porte, je vois son visage dans mon esprit et je me sens malade. Il a 7 ans et fait des cauchemars sur la musique à cause de ce qu'ils lui ont fait. Si je pars, il sera seul avec eux et leurs idées folles et leur contrôle. Miles est plus âgé et croit tout ce qu'ils disent, mais Micah est encore assez petit pour que peut-être ça pourrait être différent s'il avait une chance. Mais je sais aussi que je ne peux pas le sauver si je ne peux pas me sauver moi-même d'abord. J'ai 16 ans et je perds la tête dans cette maison. Et si je ne sors pas bientôt, je ne sais pas ce qui va m'arriver. La culpabilité s'installe dans mon estomac comme une pierre, mais aussi le besoin de m'échapper. J'essaie de trouver un moyen de faire les deux et je ne peux pas. Il n'y a aucune version où j'emmène Mika parce que je n'ai pas d'argent, pas de plan, pas de moyen de prendre soin d'un enfant de 7 ans. Je me déteste d'avoir même pensé à le laisser. Mais je sais aussi que je dois le faire. Ce soir-là au dîner, papa fait une annonce. Il dit qu'il a parlé avec le propriétaire de la propriété et que nous déménageons dans 3 jours au lieu de 2 semaines. Il me regarde droit quand il le dit. Et je sais que c'est à cause du plan de sécurité, parce qu'ils veulent me faire partir d'Aïcha et de ses règles avant qu'elle ne revienne. Maman acquiesce et dit « Nous devons commencer à faire les cartons ce soir. » Je demande si les SPE ont dit que c'était bon. Et le visage de papa se durcit. Il dit que le plan de sécurité ne nous empêche pas de déménager dans un meilleur environnement et qu'Aïcha sera informée de notre nouvelle adresse. Je réalise que ma fenêtre vient de se réduire considérablement. 3 jours. J'ai 3 jours pour décider si je vais vraiment faire ça. Après le dîner, je vais dans ma chambre et je m'assieds sur mon lit et j'essaie de respirer normalement. Maman entre 1 heure plus tard avec des cartons et me dit de commencer à faire mes valises. Je fais mes valises lentement, gagnant du temps, pensant. L'évasion. Ce soir-là, après que tout le monde est endormi, je me lève et je trouve un stylo et du papier que j'ai caché dans mon placard. Je m'assieds sur le sol dans le noir et j'écris une lettre à Mika. Je lui dis que je l'aime et que je ne l'abandonne pas. Je lui dis que je ne peux pas rester ici et les laisser me détruire. Mais cela ne veut pas dire que je ne m'en soucie pas. Je lui dis que les cauchemars ne sont pas réels et que la musique n'est pas du poison. Et qu'un jour, quand il sera plus grand, il comprendra. Je lui dis que j'essaierai de revenir le chercher quand je le pourrai. Je plie la lettre petite et je rampe dans le couloir jusqu'à sa chambre. Sa porte est ouverte d'un battant et je peux entendre sa respiration. Je me glisse à l'intérieur et je cache la lettre sous son oreiller, où il la trouvera après mon départ. L'écrire m'a fait pleurer pour la première fois depuis l'incident du sous-sol, et les larmes sont toujours humides sur mon visage quand je retourne dans ma chambre. Les 2 jours suivants sont horribles. Je fais mes valises tout en planifiant mon évasion. Je cache mes affaires importantes au fond d'une boîte où je peux les attraper rapidement. Je mémorise le numéro du refuge encore et encore. 720 415 8863. Je regarde l'horloge et je compte les heures. Maman et papa sont occupés par la logistique du déménagement et je profite de leur distraction pour me préparer.
La nuit précédant le jour du déménagement, je m'allonge dans mon lit complètement habillée et j'attends. J'attends d'entendre les ronflements de papa depuis sa chambre et la respiration régulière de maman, et la maison devient complètement silencieuse. Puis je me lève et j'attrape le couteau à beurre que j'ai volé au dîner. Le verrou de ma porte est simple, juste un loquet coulissant à l'extérieur, et je travaille la lame du couteau dans la fente entre la porte et le cadre. Je pousse et je bouge et j'essaie d'accrocher le bord du loquet. Cela prend une éternité. Mes mains tremblent et transpirent, et le couteau ne cesse de glisser. Je dois m'arrêter 2 fois lorsque j'entends des bruits venant d'autres pièces. Après 40 minutes d'efforts patients et silencieux, je sens enfin le verrou glisser. La porte s'ouvre et je me tiens dans le couloir sombre, respirant bruyamment. J'attrape mon sac là où je l'ai caché derrière ma commode et je rampe vers les escaliers. Chaque pas semble trop fort. J'arrive à mi-chemin et puis je vois papa dans la cuisine. Il se tient près de l'évier en se servant de l'eau et nous nous regardons à travers la maison sombre. Pendant 1 seconde, aucun de nous ne bouge. Puis il commence à marcher vers moi et je me mets à courir. Je cours vers la porte d'entrée et il crie, et tout à coup maman dévale les escaliers derrière moi. J'ouvre la porte et je me précipite dehors en criant « Aidez-moi! Quelqu'un, aidez-moi !» Je le crie encore et encore. Papa m'attrape le bras et je me débats et je continue de crier. Les lumières s'allument dans la maison des Wang et je vois Sylvia à sa fenêtre avec son téléphone. Papa essaie de me tirer vers l'intérieur, mais je me bats contre lui et je crie plus fort. « Aidez-moi, s'il vous plaît! Quelqu'un, aidez-moi !» En quelques minutes, j'entends des sirènes. Des lumières rouges et bleues remplissent la rue et 2 voitures de police s'arrêtent. Les agents sortent et papa lâche mon bras. Maman est sur le porche, l'air sauvage et effrayé. Un agent demande ce qui se passe et je leur raconte tout. Je leur parle des verrous et de l'isolement et du déménagement prévu pour m'enfermer au milieu de nulle part. Je leur dis que j'ai peur et que j'ai besoin d'aide et que je ne peux pas aller avec eux. Mes parents se tiennent là, silencieux et en colère pendant que je parle. Les agents se regardent, puis moi, et puis mes parents. Ils posent des questions à mes parents et papa essaie d'expliquer le plan de sécurité, mais sa voix sonne mal. Un agent parle dans sa radio puis me dit qu'il me place en garde protectrice pour ma sécurité immédiate. Je tremble si fort que je peux à peine marcher. Ils m'aident à monter dans la voiture de police et je regarde une fois la maison. Le visage de Mika est à la fenêtre de sa chambre. Il est collé contre la vitre et me regarde et mon cœur se brise. Mais je me sens aussi soulagée parce que je suis enfin en train de sortir. Il m'emmène dans un refuge d'urgence pour jeunes de l'autre côté de la ville. C'est un bâtiment en briques simples avec des lumières vives à l'intérieur. Une femme nommée Hattie nous rencontre à la porte et parle aux agents pendant que je suis là, tremblante. Elle a des yeux gentils et une voix calme. Elle me conduit à un petit bureau et fait des formalités d'admission, me posant des questions sur mon nom, mon âge et des choses médicales. Je réponds à tout d'une voix sourde parce que je suis trop fatiguée pour ressentir autre chose. Quand les formalités sont terminées, Hattie me montre une petite pièce avec un lit et une commode et une fenêtre. Elle pointe le verrou à l'intérieur de la porte et me dit que je le contrôle. Personne d'autre. Elle me demande si j'ai besoin de quelque chose et je hoche la tête. Après son départ, je verrouille la porte et je m'allonge sur le lit, toujours dans mes vêtements et mes chaussures. Je dors pendant 12 heures d'affilée. C'est le premier vrai repos que j'ai eu depuis des semaines. Quand je me réveille, il est l'après-midi et le soleil entre par la fenêtre, et pendant quelques secondes, j'oublie où je suis. Puis je me souviens, et je reste là, me sentant étrange, vide et en sécurité en même temps. Quelqu'un frappe à ma porte et j'ouvre. Hattie me dit que j'ai une visite et elle me conduit à une pièce calme avec 2 chaises et une table. Aïcha est assise là avec son carnet. Elle se lève quand j'entre et me demande comment je vais. Je m'assieds et je lui dis que je vais bien. Elle dit que nous devons faire une interview complète et qu'elle va tout enregistrer. J'acquiesce et elle allume l'enregistreur. Je lui raconte l'idéologie et comment mes parents croient que la musique détruit les cerveaux. Je lui raconte le marteau sur mon téléphone il y a 2 ans. Je lui raconte maman me traînant par les cheveux depuis l'église. Je lui raconte les verrous sur ma porte et l'école à la maison pour me garder isolée. Je lui raconte l'incident du sous-sol avec le lecteur MP3 et tout ce qui s'est passé après. Je lui parle du plan de sécurité et comment ils ont suivi les règles mais ont rendu tout pire. Je lui parle du déménagement planifié et comment je savais que c'était ma dernière chance de sortir. Aïcha écrit tout et enregistre tout. Et quand j'ai fini, elle me dit que je suis en sécurité maintenant. Elle dit que mes parents ne peuvent pas me reprendre et que je resterai au refuge pendant qu'ils décident des prochaines étapes.
Je veux la croire, mais une partie de moi attend toujours que mes parents apparaissent d'une manière ou d'une autre et me traînent à nouveau. 3 jours plus tard, Hattie m'emmène au palais de justice pour une audience d'urgence, et je suis assise dans une salle d'attente avec des chaises en plastique pendant qu'elle passe en revue ce qui va se passer. Un juge examine le rapport d'Aïcha, la documentation policière, et la photo qu'elle a prise de ma chambre et des verrous. L'audience dure moins d'1 heure, mais j'ai l'impression que c'est une éternité assise là, à me ronger les cuticules et à regarder les gens en costume passé. Quand Hattie sort, elle me dit que le juge a accordé une ordonnance de protection temporaire, ce qui signifie que mes parents ne peuvent me contacter que par le biais de visites supervisées organisées par les services de protection de l'enfance, SPE. Elle s'assied à côté de moi et explique « Ce n'est que le début d'un processus avec d'autres audiences à venir, mais au moins tu as une protection légale maintenant. » J'acquiesce et j'essaie de me sentir soulagée, mais surtout, je me sens fatiguée. La semaine suivante, Hattie m'aide à m'inscrire au lycée public local. Et je suis terrifiée à l'idée d'être si en retard après des années d'école à la maison. Nous rencontrons une conseillère appelée Miss Erma, qui a des yeux aimables et ne pose pas trop de questions sur la raison pour laquelle je viens d'un refuge. Elle établit un plan pour me rattraper avec des tutorats supplémentaires en maths et en sciences, et dit que je peux commencer les cours le lundi suivant. Hattie m'organise également des rendez-vous avec une thérapeute 2 fois par semaine dans une clinique près du refuge. La thérapeute est spécialisée dans les traumatismes et les abus basés sur le contrôle, selon les papiers d'admission que je remplis. Son bureau a des chaises moelleuses et des plantes sur le rebord de la fenêtre, et elle me dit que nous allons travailler sur des stratégies d'adaptation à mon propre rythme. Quelques jours après cela, je consulte le compte de messagerie que Hattie a configuré pour moi avec des filtres de surveillance, et il y a un message d'André. Le lire me serre agréablement la poitrine, parce que c'est quelqu'un qui sait ce que j'ai traversé. Il dit que sa famille s'est inquiétée pour moi après cette nuit-là et qu'ils sont heureux que je sois en sécurité maintenant. Il me parle de l'école et de la façon dont son groupe répète pour un concert de printemps et me demande si je vais bien. Savoir que j'avais des alliés même lorsque tout s'effondrait me fait me sentir moins seule que je ne l'ai été depuis des mois. Je lui réponds par un court message le remerciant et lui disant que je suis dans un refuge et que je vais bientôt commencer l'école. Le progrès de la famille et l'exposition Aïcha vient au refuge pour me donner des nouvelles de mes frères et sœurs, et je m'assois dans la salle commune pendant qu'elle examine ses notes. Elle a fait des contrôles de bien-être à la maison et dans leurs écoles. Mika a été référé à une thérapie pour son anxiété et son enseignante dit qu'il semble moins nerveux en classe. Miles se montre réticent à l'aide extérieure et se met sur la défensive lorsque son conseiller essaie de lui parler. Mais ses enseignants remarquent qu'il s'implique davantage à l'école sans le renforcement constant de l'idéologie de mes parents à la maison. Entendre que Mika reçoit de l'aide me fait me sentir un peu mieux d'être partie, mais je m'inquiète toujours qu'ils soient tous les deux coincés dans cette maison. Aïcha me dit que mes parents doivent assister à une thérapie dans le cadre du maintien de la garde de mes frères et sœurs. Le rapport du thérapeute indique que maman présente des signes de troubles d'anxiété graves, et papa affiche des schémas de pensée rigides. Ils assistent aux séances, mais le thérapeute note un aperçu limité, jusqu'à présent, ce qui signifie qu'il se présente, mais qu'il ne change pas vraiment. Je demande s'il joue toujours de la musique à côté, et Aïcha dit que les voisins n'ont signalé aucune autre confrontation. 3 semaines après l'audience d'urgence, il y a une audience judiciaire complète où je dois témoigner de ce qui s'est passé. Hattie m'accompagne, et nous sommes assises à l'extérieur de la salle d'audience jusqu'à ce que je sois appelée. Marcher jusqu'à la barre des témoins fait trembler mes jambes, et ma voix est faible lorsque je réponds aux questions. L'avocat m'interroge sur l'idéologie, l'isolement, l'incident du sous-sol et le déménagement prévu. Je dis la vérité dans un cadre officiel, et c'est terrifiant, mais aussi autonomisant de le dire enfin à voix haute là où ça compte. Mes parents sont assis à une table avec leur avocat et ne me regardent pas du tout. Le juge écoute tout puis prolonge l'ordonnance de protection et exige la surveillance continue de la situation de mes frères et sœurs avec des conditions spécifiques que mes parents doivent remplir. Après l'audience, Hattie organise ma participation à un petit concert communautaire dans le cadre de la thérapie d'exposition pour mon anxiété musicale. La thérapeute pense que cela m'aidera à traiter mes sentiments compliqués à propos de la musique dans un environnement sûr. Nous y allons un samedi après-midi dans un parc où un groupe local joue de la musique folk. Je suis assise sur une couverture avec Hattie à proximité et la première chanson me fait immédiatement commencer à pleurer. Ce n'est pas exactement un pleur triste, mais plutôt comme si tout ce que j'avais retenu se déversait par mes yeux. Je passe tout le temps à pleurer, mais aussi à me sentir plus vivante que je ne l'ai été depuis des années.
Les gens autour de nous pensent probablement que je suis bizarre. Mais Hattie reste assise là et me permet d'avoir la réaction dont j'ai besoin. Plus tard en thérapie, je traite les émotions complexes de deuil et de joie mêlées. La thérapeute m'aide à comprendre que je peux aimer la musique et aussi pleurer ce que la peur de mes parents a coûté à ma famille. Construire un nouveau moi. À l'école, j'ai des difficultés avec certaines matières, surtout les mathématiques, où j'ai du retard sur les concepts de base. Les sciences sont également difficiles, car je n'ai jamais appris les procédures de laboratoire appropriées ou la méthode scientifique. Mais je réussis mieux que prévu en anglais et en histoire, où la compréhension de la lecture m'aide à rattraper mon retard plus rapidement. Je réussis ma première série de quiz dans 3 cours, et la petite victoire semble énorme. Mon professeur d'anglais écrit « Excellent travail » sur ma dissertation sur un livre que nous avons lu, et je fixe ces mots pendant très longtemps. Je commence à croire que je peux vraiment rattraper mon retard et avoir une expérience éducative normale, même si cela va demander beaucoup de travail. 1 mois après mon départ de la maison, Aïcha vient avec une mise à jour sur les progrès de la thérapie de mes parents. Elle s'assied avec moi dans la salle de conseil du refuge et me dit qu'ils ont eu leur première percée. Maman a admis que sa peur de la musique est due à son propre trouble d'anxiété, et non à un danger réel. Papa a reconnu que l'isolement de la famille a pu causer du tort, en particulier à mes frères et sœurs et à moi. C'est un changement minime dans leur façon de penser, mais c'est quelque chose. Aïcha dit que la thérapeute est prudemment optimiste, mais note qu'ils ont un long chemin à parcourir. Je ne sais pas quoi en penser car une partie de moi veut qu'ils aillent mieux et une autre partie de moi est toujours en colère contre tout ce qu'ils nous ont fait subir. La thérapeute dit que les 2 sentiments peuvent être vrais en même temps. 2 jours plus tard, j'ai ma première visite supervisée avec mes frères et sœurs dans un bureau des SPE. Nous sommes assis dans une pièce avec des jouets et des livres pendant qu'une travailleuse sociale reste dans le coin à prendre des notes. Micah court et me serre dans ses bras dès que j'entre et me dit qu'il dort mieux maintenant. Ses cauchemars sont moins fréquents depuis qu'il a commencé la thérapie et depuis que la maison est plus calme sans les disputes de mes parents et les miennes. Miles est assis sur une chaise et ne dit pas grand-chose au début. Il a l'air mal à l'aise et regarde sans cesse la travailleuse sociale. Finalement, il admet qu'il n'est plus sûr de tout. Je peux dire que la séparation des messages constants des parents a un impact sur lui. Il demande si je vais rentrer à la maison et je dis que je ne sais pas. Micah me montre un dessin qu'il a fait en thérapie de notre famille avec tout le monde souriant et je dois déglutir fortement pour ne pas recommencer à pleurer. Une nouvelle maison. 2 semaines plus tard, Hattie m'assied dans son bureau au refuge et me dit qu'ils ont trouvé une famille d'accueil qui veut me rencontrer. Elle me montre un dossier avec des photos d'une petite maison avec un porche d'entrée et d'un couple d'une 50aine d'années qui ont l'air normaux et gentils. Ils n'ont pas d'autres enfants et ont déjà fait des placements en famille d'accueil, et Hattie dit qu'ils comprennent ma situation et veulent t'aider. La rencontre a lieu dans un lieu neutre, un centre communautaire avec une salle calme, et je suis tellement nerveuse que je peux à peine parler au début. La femme s'appelle Carole et l'homme Robert, et ils me posent des questions de base sur l'école et ce que j'aime faire. Carole mentionne qu'ils ont une chambre d'amis qui sera la mienne, et Robert dit qu'ils gardent une maison calme, mais que je suis la bienvenue pour écouter de la musique quand je veux. Cette phrase me fait recommencer à pleurer, et Carole me donne des mouchoirs sans faire d'histoire. Ils me disent qu'il n'y a pas de pression et que je peux y réfléchir, mais quelque chose chez eux me rassure, et j'acquiesce avant de pouvoir trop y penser. La transition se déroule au cours de la semaine suivante, Hattie m'aidant à déménager mes quelques affaires chez eux. Ma chambre a un lit, un bureau, une petite étagère et une porte qui se verrouille de l'intérieur, ce que Carole souligne spécifiquement, pour que je sache que j'ai de l'intimité et du contrôle. En thérapie, 2 fois par semaine, je travaille à accepter que ma situation familiale est compliquée et qu'elle ne sera peut-être jamais complètement réglée. La thérapeute m'aide à comprendre que je peux pleurer ce que j'ai perdu tout en continuant d'avancer dans ma propre vie. Certains jours, je suis en colère contre mes parents, et d'autres jours, ils me manquent, et les 2 sentiments coexistent en même temps. Je suis déterminée à finir l'école, même si rattraper mon retard est difficile. Et je commence à imaginer un avenir qui est plus que juste survivre au jour le jour. 6 mois après cette nuit dans le sous-sol, je vis avec Carole et Robert et je réussis assez bien à l'école pour obtenir mon diplôme avec seulement 1 an de retard. Mes parents sont toujours en thérapie avec contact supervisé seulement, et les rapports indiquent qu'ils progressent lentement, mais que cela prendra des années. Mes frères et sœurs reçoivent du soutien pendant qu'ils restent à la maison sous la surveillance stricte des SPE, et les cauchemars de Micah ont en grande partie cessé.
Les Wong communiquent avec moi parfois par message, et cela signifie beaucoup qu'ils aient remarqué et agi au moment où cela comptait le plus. J'ai encore des jours difficiles où le deuil me frappe ou où je m'inquiète pour mes frères et sœurs, et la thérapie est continue, car le traumatisme ne disparaît tout simplement pas. Mais je suis en sécurité, et j'apprends, et je peux écouter de la musique quand je veux. Et c'est une meilleure fin que je n'aurais jamais cru possible, lorsque mon seul acte de rébellion était de monter le volume. Eh bien, c'est la grande finale. Si vous avez lu jusqu'à la fin, je suis également impressionné et inquiet. Vous pourriez vous abonner maintenant, parce qu'à ce stade, nous sommes tous les deux trop impliqués. Voyons où cela va maintenant.